Je te vois bien. Comment tu vas, Christian? Écoute, je vais merveilleusement bien. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends. D'ailleurs, je me suis toujours entendu avec toi, Christian. Mais je sais. Génial. Eh ben, écoute, tout va bien, ça marche, tout va bien. Bon. Ok. Bon, eh ben, on va démarrer. Ben, écoute, je te laisse la parole, Eric. Je te laisse te présenter. C'est parti? Allez, c'est parti. Bon. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. J'ai vu il y a quelque temps une petite vidéo faite par Karine et qui était très bien. Donc, dans la continuité des émissions proposées à LPG, ils ont eu la gentillesse de m'inviter pour parler un petit peu du thérapeutique LPG et de l'utilisation de ce thérapeutique LPG qu'on peut avoir au quotidien et pourquoi j'en fais le choix. Et puis parler aussi un petit peu des sorties de ce fameux confinement. Donc j'espère déjà que vous allez tous bien et que vous arrivez à gérer cette période qui est assez difficile à la fois en tant que personne parce que il y a des soucis de santé, il faut les gérer et les organiser, et en tant que professionnel, quels que soient vos métiers, parce que il faut aussi prévoir le futur qu'on va avoir sur ça. Alors on a tous plein d'idées dans ce domaine-là. Moi, j'en ai eu quelques-unes. On essaiera d'en parler un petit peu et de voir ce qu'on pourrait mettre en place vis-à-vis de ça. Pourquoi, en fait, je suis là aujourd'hui et pourquoi LPG et Christian ont eu la gentillesse de m'inviter? Parce que je suis utilisateur des techniques depuis 1994. Ça fait pas rien. Et depuis, d'ailleurs, je viens de prendre un coup de vieux d'un seul coup. Là, ça va pas du tout. Et puis, j'ai décidé d'utiliser ces techniques pour le monde thérapeutique. À l'époque, j'avais la chance de diriger un service de rééducation dans un hôpital qui avait une chirurgie, et les opérations de l'époque avaient des conséquences physiques très très importantes. Et je cherchais un outil qui me permettrait de lutter contre les conséquences qu'on peut avoir. Alors, tous, si vous êtes là, vous connaissez l'évolution qu'a eu LPG pour arriver à aujourd'hui, à Uber 360 et un Alliance qui permettent de faire des choses. J'aime pas trop employer ce terme miraculeuse, mais pas loin, parce que accompagné avec la main du kiné et le bilan et les outils qu'on a et nos connaissances, on arrive à faire des choses assez étonnantes. Et dans cette partie de sortie de confinement, on va avoir besoin de ces outils pour aider nos patients. Alors, juste un petit rappel, les techniques LPG aujourd'hui, elles utilisent deux choses. Le premier, elle reprogramme la cellule et elle traite les tissus sur leurs symptômes. Et ça, c'est avec l'Alliance et toutes les techniques d'endermologie. La deuxième partie, elle reprogramme le patient et lui recrée des fonctions. Et ça, c'est le 360 avec toute la partie mécanique. Et la connaissance du praticien et l'alliance des deux machines, sans faire de jeu de mots, permet vraiment de permettre à une personne de re-rentrer dans sa fonction. Lorsqu'on va sortir du confinement, on va se rendre compte qu'au-delà même de ce risque de maladie qu'on pouvait avoir avec le Covid-19, on a aussi un risque très très important d'avoir des conséquences mécaniques et tissulaires, des troubles qu'on dit trophiques, c'est-à-dire sur les états des tissus, parce que les gens n'auront pas pu recréer du mouvement pendant cette période et auront eu des problèmes circulatoires, cardio ou autres, qui vont pouvoir se mettre en place. Et nous, on a besoin de les traiter. La deuxième chose qui va être intéressante, mais là c'est plus pour les praticiens, c'est que lorsqu'on va recevoir notre patientèle, lorsqu'on va recevoir toutes les personnes qui ont besoin de reprendre cette activité médicale, eh bien il faudra qu'on puisse avoir des traitements efficaces, profonds, rapides et qui puissent se répéter dans le temps. Or, on sait bien que quelqu'un qui n'aura pas marché pendant un mois et demi ou 2 mois, lorsqu'on va le remettre en route, c'est pas nous qui allons dans nos 20 mètres de longueur de cabinet de pouvoir le remettre en route dans sa fonction. Des outils comme le 360 vont le permettre. Lorsque cette personne aura des problèmes d'immobilisation avec des troubles circulatoires associés, avec le besoin de relancer, je vais vous citer 2 cas tout à l'heure qui pour moi sont très typiques de ce qu'on peut mettre en place. Ces personnes-là, il va falloir qu'on les stimule, qu'on relance cette circulation, qu'on draine les tissus et qu'on permette de remettre en place sa fonction. Et c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir ensemble. L'autre point que je trouve très intéressant... Et je t'interromps, excuse-moi, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher, mais à te voir comme ça dans le cadre, avec un peu d'imagination, tu me fais penser à la Joconde. Oui, je sais. Hein? D'ailleurs, c'est un mystère qui a été rompu, c'était moi.
Voilà, je t'ai interrompu, excuse-moi, vas-y. C'est vraiment très gentil. Mais en fait, j'avais promis à tout le monde de me mettre dans des bambous pour pouvoir vous présenter. Et à quelqu'un de chez vous qui m'en a parlé, je lui ai dit, bah, écoute, je vais m'encadrer tout simplement. Ben, ça te va bien, ça te va bien. Hein, c'est un petit plumeau provençal, c'est pas mal, non, regarde, tu vois, c'est joli. Donc, j'étais en train de vous dire que avec ces outils, en fait, on va pouvoir permettre vraiment aux personnes de se relancer. Alors, si on reprend un petit peu, malgré tout, pour pas rentrer dans des détails extraordinaires avant d'aller dans les cas pratiques, on a d'un côté des têtes de traitement qui vont s'intégrer dans la main, et ces têtes de traitement vont permettre d'être une vraie prolongation de ce que l'on fait nous au niveau manuel, et on va aller un petit peu plus loin que ce que peut faire la main, et surtout dans un temps plus rapide. D'un autre côté, on va avoir un outil qui va permettre de relancer la mécanique articulaire et de faire bouger la personne. C'est ce cumul des deux avec le bilan qu'on pourra faire, puisque ces outils permettent aussi de faire des évaluations, qui font qu'on va pouvoir prendre les gens en charge rapidement. Actuellement, je fais partie, comme beaucoup de praticiens, des systèmes d'urgence. Je suis contacté par le système Prado, qui veulent remettre en place et qu'on reprenne les patients en charge dans nos cabinets, tout doucement, en respectant les gestes barrières, en respectant bien sûr toute l'hygiène et la sécurité. Je fais une petite aparté. Je vous rappelle juste que les outils LPG peuvent être désinfectés, on peut travailler sur la peau directement. On va pouvoir désinfecter tout l'ensemble des tissus et des zones que l'on veut traiter. On peut travailler avec des interfaces. Donc, du coup, il n'y a aucun souci pour le respect des gestes barrières par rapport à ça. Mais Excuse-moi, je t'interromps. À ce sujet-là, toi en tant que kiné, tu as déjà reçu vous avez déjà des directives au niveau des gestes barrières, au niveau du déconfinement, les protections que vous allez avoir, que vous devez avoir? Alors, oui, on a des directives qui sont assez étonnantes en fonction de là où elles arrivent. On va dire qu'en moyenne, pour rester dans la normalité, aujourd'hui, les kinésithérapeutes, on leur demande de ne pas ouvrir leur cabinet, sauf s'ils ont vraiment la capacité de avoir les gens en confinement lors de la mise en place du soin. Et à partir du 11 mai, devrait se rouvrir progressivement avec les protections au niveau des soins. Bien sûr, on ne reçoit pas les gens qui ont des symptômes qui pourraient évoquer un Covid-19 tant qu'ils n'ont pas été soit testés, soit vus par un médecin. Et ensuite, on nous propose en priorité de mettre en place des soins à domicile. Mais l'ouverture des cabinets est en train de se refaire. Il n'y a pas très longtemps, j'étais encore avec une structure de santé au téléphone pour justement évoquer cette reprise, parce qu'il y a du post-opératoire et du sortie d'hospitalisation, que ce soit pour le Covid ou pour d'autres pathologies, où les gens ne peuvent pas rester sans soins. C'est pour ça que j'évoquais le système Prado. Et les deux cas que je vais vous citer tout à l'heure sont des cas récents qui ont été demandés une prise en charge rapide. Et quand je vais vous les évoquer, vous verrez pourquoi la prise en charge est rapide. Et cette prise en charge doit se faire dans ce cadre de confinement. C'est sûr qu'on ne va pas retrouver 4, 5, 6 patients en même temps dans un cabinet, l'un à côté de l'autre, en train de travailler, de bouger. C'est pas pour autant qu'on ne doit pas leur proposer des outils qui leur permettraient d'aller plus vite dans leur récupération. Et c'est d'ailleurs le fait qu'on ait du temps qui va être intéressant. C'est bon, non, pour moi c'est bon. J'ai un petit blocage. Est-ce que vous m'entendez encore? Ça y est, c'est bon. Tu es revenu. Tu étais parti dans les bambous, tu es revenu. Ah, on t'entend plus. On t'entend plus.
Je sais pas si tu m'entends, il n'y a plus de son. Plus de son. Christian, tu m'entends? Tu bon? Génial. Allez. C'est reparti. Hop, c'est reparti. Ça, Donc du coup, ouais, les aléas du direct, puis je crois que de toute manière, il faut bien imaginer qu'il y a beaucoup de monde sur les réseaux en ce moment. Tout le monde fait un peu la même chose. Donc, du coup, ce que j'étais en train de vous dire, qu'en fait, l'intérêt du thérapeutique de ces techniques, c'est qu'on a une palette d'outils qui permettent d'aller très loin, très profond ou très superficiel et de répondre à toutes les demandes tissulaires. Alors, un tout petit rappel, quelles pourraient être ces demandes tissulaires? On se rappelle qu'on va travailler sur des symptômes souvent quand on a des patients qui sortent soit d'une période d'immobilisation, soit d'une période opératoire, soit d'un traumatisme. On va avoir que 4 symptômes vraiment qui vont être pris en charge. C'est tout ce qui est problème circulatoire et d'œdème associé, tout ce qui va être le côté douloureux, tout ce qui va être la raideur, et travailler parfois sur les états tissulaires plus profonds, en parlant des cicatrices, en parlant des brûlures, en parlant des fibroses qui vont se mettre en place. Là, lorsqu'on parle de fibrose et de raideur, on peut le mettre à 2 niveaux. Il y a celui qui est dans le tissu lui-même, c'est-à-dire dans la peau, dans le muscle, au niveau d'un dos qui est traumatisé, au niveau d'une jambe, d'une déchirure musculaire. Mais il y a aussi les conséquences articulaires, où on a besoin de recréer aussi ce qu'on appellerait de l'ampliation, c'est-à-dire du mouvement. Et lorsqu'on recrée du mouvement, on a besoin de travailler sur la fonction musculaire et sur l'état, en fait, des tendons, des muscles et des articulations. C'est pour ça que les 2 machines sont intéressantes, les 2 outils sont intéressants, parce que l'un va travailler sur l'enveloppe globale et l'autre va travailler sur la mécanique interne. On va avoir des réglages associés qui vont permettre des réglages de finesse. Et d'autant plus, j'ai connu pratiquement toutes les évolutions des techniques LPG, notamment en dermologie. J'ai connu toutes les évolutions des techniques sur les UVR. Aujourd'hui, on arrive vraiment à un summum de la technologie, car l'association des rouleaux et des clapets, ou la capacité d'avoir les uns ou les autres seuls, font qu'on a vraiment une finesse de prise de décision de traitement. Et il y a un thème qui me tient à cœur, c'est que très souvent, quand je parle avec mes patients, quand je parle avec les kidam que je peux rencontrer, les amis et autres, ou quand je parle avec des praticiens, on a toujours la sensation qu'on doit faire une séance d'LPG pour que ça serve à quelque chose. En fait, on ne va pas faire une séance d'LPG lorsqu'on est en thérapeutique. On peut le faire pour obtenir un objectif global sur les compétences des outils. Mais on peut aussi, en permanence, intégrer ces outils dans son soin, comme un dentiste prendrait une molette et viendrait travailler au niveau de la bouche, et va ponctuellement décider d'utiliser le meilleur outil pour faire son soin. Quels sont les avantages de travailler comme ça, par tranche de 5, 10 minutes, un quart d'heure, lorsqu'on est en thérapeutique, j'entends? C'est qu'on va pouvoir soit préparer un soin, soit récupérer d'un soin, mais surtout, on va permettre d'avoir le meilleur soin possible au moment donné. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de travailler sur une zone douloureuse si on n'essaye pas de lever cette douleur. Ça ne sert à rien de travailler sur une zone de fibrose et de faire bouger quelqu'un à outrance si on n'essaye pas de redonner des plans de glissement, c'est-à-dire de la mobilité, de relancer des échanges pour enlever la phase inflammatoire ou pour l'aider, pour enlever un œdème ou pour l'aider. Donc du coup, on va pouvoir travailler 5-10 minutes. Et quand on fait ça, on se rend compte qu'on va prendre en charge des patients de façon de plus en plus précise et les aider à revivre leur reprise d'activité.
Tu voulais dire quelque chose, Christian? Non, vas-y, je te laisse parler. Je voulais juste, en fait, vous dire que, en fait, si on se demande pourquoi on va prendre Uber, ou pourquoi on va prendre l'endermologie et la machine alliance. En fait, Uber va favoriser une reprogrammation neuromotrice. Mais ça, c'est un gros terme pour dire qu'on va redonner du mouvement et qu'on va aider la personne à recréer son mouvement. Dans l'exemple que je vais vous citer tout à l'heure, vous verrez que là, on a obligatoirement besoin d'Uber. Moi, seul kiné, je n'aurai pas cette efficacité complète dans sa rééducation. Lorsque je vais proposer à quelqu'un de travailler, il va falloir que je lui fasse répéter et répéter encore ces mouvements pour que son cerveau accepte de le réintégrer. Quand on apprend à marcher et qu'on est enfant, on a des semaines et des mois et des années pour obtenir un geste précis de la marche jusqu'au moment où on arrive à un âge d'adolescent où on commence à avoir des fonctions pratiquement complètes. Imaginons quelqu'un dont les fonctions sont coupées d'un seul coup parce qu'il y a une opération ou un traumatisme. Il va falloir une répétition régulière que ne pourra pas proposer le praticien parce qu'il n'en aura pas la capacité et physique et dans le temps, mais que pourra proposer une machine quand elle est précise, orientée et qu'on va pouvoir donner exactement le programme adapté à la personne. Donc on va le personnaliser. Ouais. De l'autre côté, pardon ? Non, je comprends, c'est la main. Concernant le CELUS, il y a une véritable complémentarité entre la main du kiné et la machine. Et c'est la même chose sur le Uber, avec la compétence du kiné, le cerveau du kiné, et la machine qui se met au service du kiné. Exactement. Et même quand on est sur le CELUS, on va avoir une reprogrammation des tissus. Je rappelle à tout le monde, même mes confrères qui le savent déjà, mais souvent on a tendance, pris par le rythme, d'ailleurs on parlera un peu de ce rythme après, mais pris par le rythme à rentrer plus dans la fonction globale et ou dans la douleur ponctuelle, mais pas dans un système qui va faire progresser la personne vers sa reprise de vie. Or, quand on stimule un tissu, on stimule des cellules, on permet à une cellule d'être active, de retrouver son état fonctionnel à elle aussi. Donc, du coup, l'état tissulaire ou l'organe que l'on est en train de traiter, par exemple le muscle, par exemple la peau, va donner une fonction correcte. Et tout cet état-là est très, très important à bien comprendre. Et si on n'utilise que la main, on peut arriver à des résultats. Je suis le premier à utiliser mes bonnes grosses mains pour travailler, mais j'aime bien les compléter par des outils quand moi, je sais que je n'aurai pas la durée nécessaire ou le temps nécessaire pour pouvoir le mettre en place. Oui, il y a la notion de répétition également. Qui sont très, 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 très importants. J'aimerais vous citer, en fait, deux cas que je trouve très, très importants et très intéressants. Actuellement, le système Prado m'a demandé, il n'y a pas longtemps, de reprendre en charge des patients en post-opératoire parce que je me suis inscrit sur le réseau. En m'inscrivant sur le réseau, j'aurais dit, écoutez, oui, ok, confinement, mais en même temps, interdiction de travailler. On a des conseils sur ça, mais de l'autre côté, on nous demande de travailler. Donc, comment on va faire ? J'ai pris en charge des patients avec toutes les règles d'hygiène et de désinfection que l'on peut mettre en place actuellement et qu'on est obligé de mettre en place actuellement pour ça. Et lorsque j'ai reçu la première personne, c'est une jeune femme de 28 ans, qui a fait un AVC suite à une bactérie au niveau des dents. C'est monstrueux, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien, et cette bactérie a fait une migration d'emboles qui sont allés au niveau du cerveau, et ça a créé une hémiplégie. Pourquoi j'utilise cette personne Pourquoi j'utilise, les outils pour cette personne Tous. Merci Christian, j'ai bien vu ta réaction. Il y en avait qu'un qui l'a relevé. Il y en a qu'un qui suit là. Coupe la vidéo, s'il te plaît. Coupe la vidéo, toi. Et pourquoi cette personne, je lui ai proposé d'utiliser les deux outils. Première chose, bien sûr, spontanément, comme elle avait commencé à reprendre sa marche, on pourrait se dire Uber 360. Ouais, très bien, impeccable. J'ai des programmes, j'ai des réglages, j'ai fait une évaluation. Elle était contente de savoir où elle en était. Elle est en train de voir comment elle évolue. Et à partir de là, elle peut se référencer vis-à-vis d'elle-même. On a des réglages très spécifiques adaptés à la reprise de fonction, à la lutte contre l'immobilisation, parce que quand elle est chez elle, elle vit dans un appartement, elle ne peut pas sortir beaucoup, elle est très vite fatigable. Donc là, on a du temps et on peut le mettre en place. Pourquoi j'utilise le CELUS pour cette personne ? Tout simplement parce que je lui fais faire de l'automassage avec les différentes têtes de traitement. Ça lui permet de réintégrer la fonction de son bras
au niveau de son existence. On sait que chez quelqu'un qui a un problème d'AVC, elle a besoin de récupérer l'image de son bras qu'elle a tendance à oublier. Donc, par ça, elle a des stimulations sur la peau, elle a une mobilisation sur les raideurs et les tensions qu'elle peut avoir, et elle a la sensation de la machine sur la main qui relance tout le travail des échanges. Depuis qu'elle a commencé les 2 outils, on en est à 8 séances. Elle a amélioré toutes ses compétences au niveau de la marche et elle a surtout commencé à retrouver une volonté d'extension et d'ouverture de la main. Et réellement, c'est quelque chose qui s'est mis en place parce que par cette stimulation permanente, par cette dynamisation permanente, elle se retrouve avec une amélioration de ses sensations et de son schéma moteur qui se met en place. Donc il y a une vraie efficacité qui va venir se mettre en place à ce niveau-là. C'est génial ça. Et tu as commencé à avoir à faire voir une amélioration au bout de combien de temps? Alors sur la marche, ça a été pratiquement au bout de la 2e séance parce que ça a géré une équilibration. Donc du coup, elle s'est sentie plus stable. Et ensuite, en travaillant sur le plateau et en réglant le plateau de telle façon à ce qu'on ait des axes précis par rapport à ses pieds, on a commencé à travailler sur la relance du pas. Et elle a, pour ceux qui connaissent un peu, un petit outil qui permet d'éviter ce qu'on appelle un steppage, c'est-à-dire que le fait que le pied tombe comme ça vers l'avant, et ce releveur qui lui permet de maintenir son pied, elle voyait qu'elle était, pour pouvoir marcher, obligée de lutter contre. Donc, on a fait un retrait du releveur régulier parce qu'il y a une vraie relance qui se met en place. Et tu avais une fréquence de séance de combien? Ouais, je vois qu'Ingrid nous pose des questions. Bonjour Ingrid. Eh bien, en fait, là, on était à 3 séances par semaine. D'accord. Ok. Qui était en fait simplement lié à 2 choses. La première, c'est qu'elle avait d'autres soins à mettre en place, notamment d'orthophonie. Et la deuxième, c'est que au niveau des prises en charge actuelles pour les déplacements, tout ce qui est VSL, ambulance, taxi et tout, ils sont débordés parce que maintenant, on peut y avoir que des prises en charge individuelles qui sont mises en place. Le deuxième cas que j'ai pris, qui correspond complètement à ce qu'on fait nous au niveau de nos activités, c'est le fait que c'est une personne qui a une fracture tibio-péronée et que cette personne était dans ses champs, a profité du confinement pour aller faire ses oliviers et a fait une chute. Elle a vrillé complet, l'échelle est tombée, fracture des 2 côtés, opérée. Personne testé au départ Corona, donc du coup est resté hospitalisé plus longtemps, n'est pas allé en centre de rééducation alors qu'il en aurait eu besoin. Au bout des 14 jours, quand il a été guéri, il est sorti du centre et on m'a demandé de le prendre en charge. Prise en charge avec enfin un masque FF2 parce que je n'en avais pas au départ. Et on a commencé à remettre en route le travail. Problématique qu'on a rencontrée tout de suite, c'est une cicatrice de mauvaise qualité parce qu'il avait été alité et immobilisé pendant toute la période où il a été surinfecté. Deuxièmement, un œdème traumatique résiduel monstrueux et un début d'algodystrophie qui risquait de se mettre en place. Algodystrophie, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement la capacité que refuse l'organisme à la zone de pouvoir fixer du calcium et donc on a des douleurs très très importantes qui vont pouvoir se mettre en place. Lorsque la personne est venue, on a commencé le traitement tout de suite avec le CELU. Donc là, par rapport à l'autre dame où la priorité aurait pu être simplement Uber, là la priorité est bien sûr CELU. Pourquoi j'ai mis en place le CELU? Parce que la mobilisation manuelle n'était pas suffisante pour pouvoir drainer l'œdème, relancer les échanges circulatoires, favoriser l'apport en fait au niveau de la zone pour la cicatrisation et surtout lutter contre la fibrose qui s'était mise en place. Et c'est paradoxalement le médecin qui me l'a envoyé en disant « Eric, est-ce que, alors, pardonnez-moi l'expression, mais est-ce que avec tes machines, tu peux te démerder pour faire quelque chose sur ça ?» C'était texto ce que le médecin voulait. Et en fait, oui, bien sûr qu'avec mes machines, je me suis démerdé pour faire quelque chose parce que ma main, réellement, n'aurait pas été suffisante. Tu as utilisé quelle tête? Alors, j'ai utilisé la 30 motorisée et sur la zone du mollet, j'ai utilisé la tête principale parce que en fait, ça m'a permis de ne pas mettre de puissance d'aspiration et au départ de simplement mobiliser le tissu par les rouleaux et par le clapet. En fait. Et ça, c'est vraiment un apport très très important dans cette nouvelle génération
parce que comme la peau, la texture de la peau n'était pas de bonne qualité par rapport à cette phase d'alignement, ça m'a permis de ne pas créer d'aspiration sur la zone tissulaire, mais de mobiliser simplement. Ouais, super. Donc, on a vraiment des moyens techniques qui permettent vraiment de prendre les gens en charge. Et aujourd'hui, j'ai énormément de médecins qui m'appellent et qui me disent est-ce que tu peux le prendre en charge? Est-ce que tu peux mettre en place un traitement particulier? Sur ça, on ne sait pas quoi en faire, on est prêt à le renvoyer en centre. Est-ce que chez toi, quelque chose va pouvoir être possible? Et dans quand même 80% des cas, on a cette proposition qui est possible. Après, ce que j'aurais voulu vous dire par rapport à cette sortie de confinement, tout à l'heure je disais, il n'y a pas de souci. Questions et qui me les met en place si jamais j'oublie des trucs. Mais par contre, il y a une chose que ça soit pour le patient ou pour le praticien. Je sais que là, on peut avoir des confrères et on peut avoir aussi des personnes qui seraient susceptibles d'avoir besoin d'être pris en charge. N'oubliez pas que cette période de confinement, même si elle est triste, même si elle est dure, même si, pardonnez-moi l'expression, elle nous ennuie tous, on a du temps devant nous. Pourquoi ce temps est important? La chose que je vous rappelle que dans le temps, le corps humain, on appelait ça le ministère. Pourquoi on appelait ça ministère? Parce qu'en fait, ça ressemblait à un système avec tous les organes qu'on peut avoir, avec tous les services d'un ministère. Et c'est comme ça qu'on nommait le corps humain dans le temps. Et lorsqu'on est kiné, on doit gérer un cabinet, mais qui a aussi plein de systèmes autour de lui. Et on est tellement pris et à la bourre, soit par son métier lorsqu'on est un patient, soit par son métier lorsqu'on est un kiné, qu'on en oublie complètement qu'il faut se poser de temps en temps et réfléchir à son futur d'activité. Aujourd'hui, on a un temps qui peut nous permettre des réflexions. Et beaucoup de confrères, quand je vous ai au téléphone ou quand on parle avec d'autres, me disent « mais j'ai jamais le temps ». C'est vrai, on n'a jamais le temps, sauf que là, on l'a. Il n'y a plus d'excuses, je suis désolé. Et là, mes secrétaires sont folles avec moi en ce moment, parce que je suis en train de les faire réorganiser l'activité du cabinet pour intégrer enfin toutes les choses, tous les éléments, toutes les activités que je n'ai pas pu mettre en place. La deuxième chose, c'est mettre aussi à la disposition du patient une organisation de timing dans son centre. Vous n'allez pas pouvoir prendre vos patients tout de suite. Pour les praticiens, si vous présentez vos techniques aux patients dans le but de les faire réussir au niveau de la reprise de fonction, si vous commencez dès maintenant à communiquer auprès de vos patients, et ce n'est pas de la com que je vous demande, c'est simplement les avertir que vous avez les moyens de les prendre en charge. Aujourd'hui, je recontacte mes patients en leur disant « Vous voulez faire ça, vous voulez réaliser de nouveau une activité plus tard, vous êtes dans une contrainte physique parce que vous aviez un diabète fort et que vous ne pouviez pas travailler, que vous pouvez pas marcher, parce que vous aviez besoin de bouger tous les jours et que tous les jours là vous ne pouvez pas bouger puis qu'à un moment donné on a une perte de volonté. Je leur dis on a les moyens mécaniques avec des outils qui vous feront bouger, qui vont recréer cette perte de fonction que vous avez eue pendant un moment, et on a des moyens physiques, manuels ou de prolongation de la main qui vont permettre de vous aider au traitement interne de votre corps. Et essayez à ce moment-là de les organiser dans cette prise en charge. Et je peux vous dire que j'ai des appels et des coups de téléphone de patients qui me demandent quand est-ce qu'on va rouvrir. Parce qu'ils voient bien que c'est un mot très fort, vital. C'est vraiment vital de les prendre en charge. Complètement. Et la deuxième chose pour les kinés, et là c'est plus pour vous au niveau activité, mettez enfin en place, ça fait peut-être des années dont vous rêvez qu'il y a besoin, on aura sûrement une petite conférence plus professionnelle sur ça qui se mettra en place, on en a parlé avec quelques-uns déjà, où on parlera vraiment de cette notion de management. Mais sincèrement, commencez à mettre en place et à ouvrir vos pensées sur ce futur de votre cabinet, de son organisation, avec le temps que vous aurez pour pouvoir prendre les gens en charge, qui fera que vous aurez une notion, vous serez repéré comme un expert et reçu par vos patients comme des experts de votre activité et des experts de la remise en fonction du patient. Qu'on ne traite pas, c'est d'amener les patients
patients à retrouver le plus de fonctions possibles pour qu'ils puissent vivre. Il ne faut pas qu'on dise de vous, vous êtes soignant. Il faut qu'on dise de vous que vous avez fait revivre la personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc, pensez un petit peu à tout ça et essayez vraiment de le remettre en place pour qu'on puisse avoir des gens qui, en fait, nous soient contents de notre rôle de praticien de vie. En fait, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais tu as entièrement raison, d'autant plus que si tu veux, ce que tu expliques vis-à-vis des kinés, de la profession de kiné, on le fait tous pour soi-même. Ce confinement nous fait revenir sur des tas de choses, nous fait réfléchir, prendre du recul. Et cette profession de kiné qui était à la frontière de toutes les autres professions médicales qui existent, pour moi, je reste persuadé qu'elle va devenir fondamentale dans l'avenir et de plus en plus importante par tout ce que tu viens de dire, en l'occurrence, et il faut que tout le monde en soit bien conscient de ça. Après, moi, j'avais une question, si tu veux, dans cette prise en charge spécifique, tu vois le rôle du Uber comment, toi? Alors, en fait, le rôle du Uber dans cette... Excuse-moi, je m'en vais pas, je vais chercher mon chargeur parce que je vais tomber en panne de batterie, mais je t'écoute. En fait, pour moi, le rôle du Uber, il est prépondérant. C'est-à-dire que naturellement, on va revenir sur 2 minutes sur l'endérmologie. Naturellement, à partir du moment où on a des symptômes de tissu, à partir du moment où on a des symptômes d'œdème, à partir du moment où on a des symptomatologies d'inflammation, on a envie de les traiter. La main a sa limite, donc on va chercher les outils qui font ça. Par contre, lorsqu'on doit redynamiser la personne, recréer de la fonction, recréer du mouvement, et on sait que le mouvement est très important pour une chose unique que l'on a dans l'organisme, c'est le côté circulatoire. Si on n'a pas la fonction mécanique qui se met en place, le corps naturellement ne dépense pas d'énergie à maintenir un mouvement qu'il ne peut pas garder tout seul. Donc du coup, il va falloir proposer à la personne de bouger et de bouger de façon suffisamment orientée, précise et intense dans la durée et dans la dynamique pour que cette personne retrouve des fonctions qu'elle n'a pas eues pendant cette partie de confinement. Alors déjà, le Uber a toute sa place quand on fait une rééducation fonctionnelle traditionnelle ou une remise en route d'organisme, on pourrait appeler ça comme ça, mais il a encore plus sa place à partir du moment où, justement, comme le dit parfaitement Ingrid, on est un coach du mouvement, et en fait c'est notre métier principal, à partir du moment où cette personne elle a été immobilisée. On sait que l'immobilisme est la pire des choses. Hein. Vous mettez quelqu'un sur un lit sans bouger, même une personne saine, il va faire un escarre, et vous mettez cette même personne pendant des semaines sans bouger, et elle perd du muscle, il y a une fonte musculaire, il y a une raideur articulaire, il y a des pertes d'équilibre, il y a des troubles trophiques, mais aussi des troubles cognitifs qui vont se mettre en place. Quelqu'un qui ne bouge pas perd ses composantes d'équilibration. Et donc, cette personne est perdue dans son environnement. Il va falloir redynamiser. Donc, Uber a une place très, très importante. Je ne vais pas dire qu'elle est presque prépondérante, mais dans un deuxième temps, quand on est sorti des symptômes principaux, je pense que tout de suite, il faut remettre la personne en route. Moi, je suis un des praticiens qui est plus sur la notion de remise en route et de mouvement que de massage. Le massage est important, mais pour moi, c'est un moyen, le massage, d'obtenir les choses. Mais à un moment donné, il faut que les personnes se remettent en route. Si j'ai besoin du massage pour la remettre en route, je le ferai. Mais il faut que les gens bougent. Le mouvement, c'est la vie. Exactement. Je crois qu'il y a un métier qui correspond à ça, c'est qu'il est. Exactement. Ok, merci pour la réponse. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que je vois que vous êtes pas mal là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions particulières? Non, moi j'aurais encore une question. Tu as parlé de la, enfin si tu veux, de l'avenir du kiné. Bon, il y a ce confinement qui nous fait réfléchir à beaucoup de choses. Est-ce que tu penses que au sein propre d'un cabinet, l'organisation va changer? Comment tu penses que ça va se jouer? Alors, dans un premier temps, oui. Je participe actuellement à 2 missions autres que celles de mon cabinet. La première, c'est au niveau de la mairie. Je m'occupe de tout ce qui est conséquence du confinement
à la fois au niveau humain, humanitaire et au niveau économique. Et le deuxième, au niveau de l'hôpital, je participe à l'accueil des patients qui sont atteints de coronavirus et des conséquences qu'on va avoir. Aujourd'hui, les écrits qu'on peut recevoir prouvent quand même qu'on ne pourra pas reprendre les patients en tout cas avant un certain moment, comme on les prenait en charge depuis longtemps. Un exemple, aujourd'hui, moi j'ai une balnéothérapie. La balnéothérapie ne va pas rouvrir de sitôt, tout simplement parce que le milieu humide est un vecteur qui risque d'apporter des éléments sur lesquels la désinfection est très très dure, et je ne prendrai pas de risque pour mes patients, ni pour moi, ni pour ramener à ma famille. Donc, c'est sûr que la prise en charge va devoir se réorganiser. Et une des bases de la prise en charge sera enfin, puisque c'est pas toujours mis en place, désolé pour les confrères qui ne pourraient pas bien le prendre, mais tant pis, je me lance, pour un vrai bilan, une vraie évaluation du patient. Aujourd'hui, on a un vrai manque sur ça. C'est-à-dire que souvent, l'évaluation se réduit à où vous avez mal, est-ce que vous pouvez bouger, quelles sont les amplitudes. Je résume un petit peu, c'est un peu grossier, tant pis pour ceux qui veulent me coller une claque, je vous enverrai une photo, vous pourrez taper dessus. Mais en fait, c'est un petit peu ça quand même. Il faut maintenant qu'on arrive à évaluer nos patients parce que les conséquences de la sortie du confinement vont être très difficiles, même pour les gens qui n'ont pas été atteints du coronavirus. Bien sûr. Et il va falloir vraiment se réorganiser, repenser ses chemins de vie dans la structure et dans le cabinet, que chaque chose ait une vraie place et un vrai objectif qui permettra à la personne d'être pris en charge en fonction de son besoin. C'est pour ça que des outils qui travaillent vite, d'une tête qui pense bien et qui est dédiée à une organisation bilan du patient et une organisation fonctionnelle du patient, permettra vraiment des choses intéressantes. Ok. Il y a une question, je vais relayer une question de Valérie qui dit que je trouve que le Uber colle beaucoup de douleurs au genou, à commencer par moi. Elle. Eh ben écoute, ça marche sur 99,99% des gens. Désolé pour toi. Non, blague à part. Non, blague à part. Alors, le réglage de l'outil, je vais le dire autrement. C'est quelque chose que je disais déjà avant quand on disait qu'on avait en endermologie des hématomes en fait sur le corps lorsqu'on faisait des traitements. En fait, si on met la machine dans un coin, là-bas, par exemple, très loin de moi, et que je lui dis « fais mal à la personne qui est à côté », elle ne peut pas le faire tout seul. Ça dépend du praticien, du bilan qu'on aura fait, et surtout du réglage de la machine. C'est-à-dire qu'on peut travailler un genou sur Uber sans pour autant faire bouger la personne de façon intense, voire sans la faire bouger du tout au départ si sa fonction ne lui permet pas. Il va falloir vraiment adapter en fonction de la capacité de l'articulation et de la capacité, en fait, de la zone, enfin, de la limite douloureuse de la personne. Donc, moi, je dirais, il n'y a pas de vraie contre-indication à partir du moment où le réglage de l'outil est bien fait. Ensuite, peut-être que dans certains cas, il va falloir adapter. Peut-être que si une fois de temps en temps, ça m'arrive, de temps en temps, des personnes où on n'arrive pas parce qu'elles se crispent dessus, elles vont avoir des actions un petit peu trop violentes et que d'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à rentrer dedans. On va peut-être les préparer par quelques petits exercices et lorsque elle aura atteint le niveau nécessaire, eh ben, le prochain level, ça sera Uber pour monter dessus. Mais c'est quand même très rare. Très souvent, je vais pouvoir trouver des réglages qui vont être adaptés. Et est-ce que ça dépend pas quand même du positionnement de la personne dessus? Si, en fait, c'est ce que j'appelle les réglages. Ouais, c'est ça que t'appelles les réglages. Pour moi, le positionnement font partie des réglages. En fait, c'est comment on va la mettre, comment on va adapter, est-ce qu'on a bien vu tout le travail. Faut pas oublier aussi qu'il va pouvoir être intéressant de traiter, par exemple, faire une séance de Uber et dans la foulée, faire une séance de cellules pour travailler sur la douleur et le drainage tout de suite. Et du coup, la récupération qu'on va mettre en place permettra d'aller très loin. Si on revient un petit peu sur une organisation de programme de kiné, au départ, on est sur la symptomatologie. Donc, on ne va pas être beaucoup dans le mouvement et dans la dynamisation. Dans une deuxième phase, on va être sur la récupération et ensuite la récupération fonctionnelle et enfin la récupération musculaire. Au départ, le cellule prend beaucoup de place. Le Uber peut-être un peu moins, quelles que soient les pathologies d'ailleurs. Ensuite, le Uber peut prendre beaucoup de place. Le cellule peut-être un peu moins, mais il va pouvoir aider à récupérer d'une séance intense de renforcement musculaire. Et d'ailleurs, ça m'amène à autre chose. N'oubliez pas que
on a dans nos compétences la capacité de remettre en route le patient, non pas dans ses pathologies, mais dans ses objectifs personnels. N'hésitez pas non plus à créer des programmes et à les mettre en place pour, si d'habitude vous n'avez pas l'habitude de coacher les gens en fait sous cette forme-là, commencez à remettre en place des programmes de coaching personnel pour que les gens reprennent une activité physique en dehors même du cabinet. Et ça fait partie aussi des outils que l'on a dans les mains. Et ça s'appelle aussi du thérapeutique. Parce que, voilà, on réintègre les gens dans la vie, dans leur quotidien. On peut aller très loin dans ce système-là. Ouais, puis bien. Autre question que j'ai en tête depuis un petit moment et que je viens de noter pour pas l'oublier. Alors, tu me réponds par oui ou par non, c'est plus simple. Le bilan, oui ou non? Oui. Bon, ben vas-y, développe. Ça m'aurait étonné. Mais pourquoi c'est toi? Alors, non, le bilan, bien sûr. Après, ça dépend de ce que tu as derrière ta question. C'est-à-dire, si elle a répondu, est-ce qu'il faut un bilan, oui ou non? Bien sûr, le bilan, oui. Pourquoi un bilan? Parce que, en fait, la première chose, on a besoin de savoir où on en est. Lorsque on travaille sur quelque chose, quoi que ce soit, et pas obligatoirement qu'un patient, on va faire un état des lieux. Et donc, un état des lieux veut dire qu'il faut savoir où on commence et commencer à envisager vers où on peut aller. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir vers où on peut aller, puisqu'on va pouvoir le dire à son patient, au risque aussi de blesser certains, mais un patient peut devenir un client un jour. Et ce patient qui devient un jour un client, c'est celui qui a compris que le praticien avait fait un super bon boulot et que du coup, ce praticien maintenant devient un coach qui va l'aider à continuer à vivre sa vie. Et pourquoi on a été un jour nommé gymnaste, enfin, qu'on pouvait faire de la gymnastique médicale, c'est à cause de ça. C'est qu'on va pouvoir l'amener dans le système. Donc, oui, bilan. Bilan sur Uber, si besoin. Bilan tissulaire, bien sûr. Bilan de l'état général de la personne. Et à partir de là, on va décider des outils et des moyens qu'on va mettre en place, qu'on va essayer d'organiser pour que cette personne puisse évoluer. Pourquoi un bilan second ou un bilan troisième? Il a deux raisons. La première raison, elle est pour le praticien. Je sais où j'en suis, je sais d'où j'ai démarré, je sais où je viens d'arriver, je sais ce que je vais pouvoir progresser. Pourquoi un bilan pour la personne? Eh bien, c'est purement mental. La personne a besoin de voir vers quoi elle va, mais surtout où elle en est. Et quand elle sait où elle en est et qu'elle le voit visuellement, qu'on lui montre, elle acceptera peut-être qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout parce qu'elle comprendra qu'elle aura peut-être des limites, mais surtout, elle ne va pas baisser les bras. Elle va vouloir se dire, maintenant, j'essaye d'atteindre ce niveau supplémentaire et ce niveau supplémentaire. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'avec nos mains, on masse, mais aussi on tire les gens vers le haut et on les amène à un niveau supplémentaire. Et c'est ça qui va être franchement important. Ok. Avec le Uber, tu remuscles le dos? Alors, oui, je tonifie le dos. Enfin, c'est une question qui semble couler de sens, mais c'est vrai qu'elle a tout son fondement. Le dos, la colonne vertébrale, l'axe vertébral, la poutre composite, le gainage, les abdominaux, enfin, tout ça, c'est autour de là où s'articulent les membres et on s'articule autour de ça. On a besoin d'avoir un gainage et une musculation du dos pour que on puisse avoir un renforcement qui nous permet de tenir. Il ne faut pas oublier, d'ailleurs, dans la notion de renforcement, tout le monde voit dans le renforcement du mouvement. Je me suis renforcé, j'ai fait du mouvement. En fait, non, le gainage statique, c'est intéressant. Le gainage du dos en isométrique, c'est intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes sur ça et qui permettent de démarrer justement la fonction. Tout à l'heure, on parlait d'un genou douloureux. On peut très bien le gainer en isométrique, c'est-à-dire sans mouvement au départ, pour qu'après la fonction puisse se remettre en route. Et n'oublions pas non plus que lorsqu'on va travailler en isométrique, on est déjà en train de recréer aussi tout le travail circulatoire, tous les pompages qu'on peut avoir au niveau des différents liquides, au niveau musculaire, et on va créer une stabilisation de cet ensemble. Et puis après, il y a une chose qui est intéressante sur le Uber, c'est que, et ça c'est depuis le début de sa création, c'est que le Uber est le seul outil aujourd'hui, et je suis prêt à en débattre avec qui veut, et Christian m'a pas envoyé de chèque pour dire ce que je vais dire, c'est le seul outil aujourd'hui qui est un vrai travail en chaîne musculaire dynamique.
j'ai un diplôme de posturologue, et je travaille dans la posture, mais je préfère toujours la posture dynamique. La posture globale m'intéresse au départ, et ça me permet aux gens de faire prendre conscience. Mais quand on va travailler en posture dynamique, en chaîne musculaire dynamique, on va avoir un travail qui est complètement différent et qui va beaucoup ressembler à nos besoins du quotidien. Quand je marche, que j'ai besoin de prendre un appui sur ma jambe gauche pour que ma main droite puisse venir clencher une porte et pouvoir l'ouvrir, eh ben c'est dynamique et c'est une chaîne musculaire dynamique. Lorsque je suis en statique, je ne recrée pas cette fonction parce que là, je retrouve après des problèmes d'équilibration et de contrôle moteur. Il faut aller beaucoup plus loin sur ça. Merci, Monsieur Vibard. Oui, il y a Alain qui a fait un petit commentaire sur l'état inflammatoire lorsque faire du verre avec un état inflammatoire. Tu veux peut-être développer un petit peu, vas-y. C'était, excuse-moi, je continue, c'était une suite à la question de Valérie sur le problème de genou sur le Uber, qui a eu une patiente qui nous disait qu'après 2 séances, elle avait une arthrose fémoro-patellaire. Bon, ça me paraît bizarre, parce que l'arthrose, ça arrive pas comme ça en 2 jours, enfin, en 1 semaine, ou même en 15 jours. Est-ce qu'il n'y avait pas un phénomène inflammatoire ou quoi que ce soit? Peut-être le développer un peu plus pour lui répondre. Alors, je vais faire 2 réponses. La première, Valérie, par le biais d'LPG, tu peux avoir mes coordonnées et sans souci, je te répondrai en direct, en parlant directement du cas patient. Après, une arthrose, je pense que elle se développe pas en 2 jours, c'est vrai, comme dit Christian. Ce qu'on peut avoir peut-être, c'est une inflammation fémoro-patellaire au niveau d'un tendon ou d'un ligament qui peut venir se mettre en place ou une zone d'œdème qui s'est mise en place qui peut être due à un acte mécanique un petit peu intense, et là ça peut se déclencher en 48 heures, c'est sûr, mais pour autant ça ne peut venir que d'avoir eu une fonction qui s'est mise en route, c'est-à-dire d'avoir eu une action dessus. Donc je reste un peu sur mes positions en disant que malheureusement peut-être que tes réglages machines étaient très bons, mais que cette personne a réagi, et l'être humain, sur les quelques milliards de personnes, on n'est pas tous égaux dans nos réactions, et elle avait peut-être une base qui était existante et elle a atteint la limite en fait inflammatoire, ou alors le réglage était peut-être intense et la personne s'est vraiment donnée physiquement et qu'elle a voulu réussir son exercice. Le vecteur volonté est aussi important sur ça. Elle a peut-être tapé un peu dans le dur et du coup on a réveillé cette inflammation. Mais voilà, si tu veux en parler de vive voix, il n'y a pas de souci pour qu'on te passe les coordonnées avec grand plaisir. Pour revenir aux cellules, quelles sont à l'heure actuelle, en termes thérapeutiques, les pathologies que tu traites le plus, toi? Alors, les cicatrices, les brûlures, parce que dans mon cabinet, comme on est dans un village isolé, du coup, ça m'a donné une spécialisation par rapport à la région. Les gens n'ont pas accès à ça avant une 40-50 de kilomètres, donc du coup, beaucoup. Tous les traumatismes que je peux avoir au niveau du dos, au niveau des membres, au niveau des entorses, il est rare que dans une séance, je n'ai pas 5-10 minutes de cellules pour pouvoir m'aider à positionner mes traitements. En fait, c'est vraiment pour moi un adjuvant de traitement. Il y a des fois des zones que je ne peux pas atteindre manuellement ou sur lesquelles j'aimerais avoir une action plus importante, mais le tissu ne me le permet pas. Souvent, le cellule me permet d'aller travailler dessus. Donc, en fait, tous ces troubles de pause, tous ces troubles d'œdème, tous ces troubles circulatoires, la récupération au niveau circulatoire des sportifs, par exemple, le travail des problèmes de jambes lourdes, le travail sur les personnes qui ont des diabètes importants, parce que là, je vais vraiment avoir un apport de soulagement. Toutes les pathologies multidouloureuses, souvent le cellule est d'un apport assez important, parce que ça permet de travailler de façon multifocale directement. On mobilise le tissu, on draine en même temps, on lutte contre la fibrose, on joue en fonction des réglages sur la douleur. Et je pense à la fibromyalgie, je pense à toutes les arthrites X ou Y existantes. Toutes ces pathologies-là, au syndrome multifocaux, c'est toujours très très intéressant de les traiter avec le cellule. Après, je travaille beaucoup avec le cellule, comme je le disais tout à l'heure, sur la récupération des sportifs. Tous les lundis, chez moi, c'est
la foire d'Empoigne, à savoir qui est arrivé le premier. Je ne donne même plus de rendez-vous. Qui est arrivé le premier parce qu'ils sont allés grimper le Mont Ventoux, ils se sont cassés, parce que ils ont fait un trek, ils ont une entorse, parce qu'il y a une déchirure musculaire, faut récupérer. Donc tout ça, c'est vraiment très très intéressant. Et ensuite, je l'utilise pendant les séances d'ostéo parce que ça me permet de préparer le dos pour certaines techniques manipulatoires. On a vraiment des récupérations qui sont intéressantes. Ok, merci. On va prendre une ou deux questions encore. Y a-t-il un programme type Uber post-confinement de courte durée? Alors ça, je vais pouvoir y répondre en partie, puis après je te laisse la main. On est en train de travailler sur des protocoles. On a des tas de protocoles existants sur Uber, donc des protocoles sur la reprogrammation musculaire, sur l'articulaire. On va avoir des protocoles en effet sur le Uber qui ne seront pas intégrés dans la machine, mais qui pourront être utilisés pour le post-confinement. Alors après, par contre, je peux te laisser développer les pathologies ou les effets secondaires d'un confinement. Ça, tu peux peut-être en parler. Dû au confinement, les pathologies, bien sûr. Alors, je vais revenir sur ce que tu viens de dire, tout simplement, et puis sur les symptômes. Dans la machine, vous allez dans vos programmes, on a des pathologies. Ces pathologies sont ciblées, citées par symptomatologie. On a des phases inflammatoires, on a des phases non inflammatoires, on a des phases fibreuses, on a des phases non fibreuses, et ainsi de suite. N'hésitez pas à aller travailler en fonction des symptômes. Ça, c'est votre bilan de praticien qui va être important. Si vous êtes un patient possible, n'hésitez pas à voir en fonction de votre état douloureux, de votre zone de raideur, si votre articulation ne marche pas bien. J'emploie des mots exprès de vulgarisation pour dire ça. Si vous avez l'impression que vous avez perdu des amplitudes, si vous avez l'impression que votre geste est moins précis qu'avant, n'hésitez pas à avoir en fait à demander à votre praticien et à travailler sur ça. Ensuite, si vous avez simplement une personne qui vous dit j'ai l'impression d'être crevé, fatigué, essayez de savoir si elle a été ou pas testée Corona, parce que les conséquences sont aussi importantes. Il ne faut pas oublier que c'est sur les poumons que ça joue, qu'on a une grande zone de microcirculation, mais malgré tout, un travail bien-être sera très intéressant. Je reviens aussi, j'ai vu un message passer sur la notion d'obésité. Les conséquences de l'obésité post-confinement, ça va être quelque chose de très, très grave. On aura tous pratiquement pris quelques kilos. On aura tous pris les mauvais kilos. On aura tous pris les mauvais kilos. Parce qu'on peut prendre du poids en muscle, hein, mais il n'y en aura pas beaucoup qui auront pris du poids en muscle. Hein. Et puis surtout, on aura, en fait, même si on n'a pas pris de poids, on aura transformé du muscle en fonte musculaire et on aura pris du poids en graisse ou en zone graisseuse. Et donc, du coup, il va falloir réactiver tout ça et redynamiser tout ça. Moi, j'ai déjà des personnes qui m'ont demandé si j'allais reprendre les séances d'endermo classiques à visée esthétique. J'ai reporté. Je sais pas qui c'est qui m'a dit aigri, tu as maigri. C'est Laurent. C'est vachement gentil, mais j'ai un zoom sur mon appareil photo, etc. Laurent. Et donc, du coup, ces personnes-là, je leur ai proposé de mettre en place un coaching. Tout simplement parce que je veux pas les faire rentrer dans de l'endermologie simple. Je veux les faire rentrer dans une prise en charge globale dont l'objectif va être la remise en forme et dans les formes. Parce qu'il va falloir faire le tri sur ce qu'elles ont pris et les conséquences du confinement. Il faut vraiment prendre conscience. Là, j'ai participé à une étude avec une société américaine il n'y a pas longtemps sur les conséquences de ce confinement. Et en fait, il y aura énormément de symptomatologie physique et surtout morale, mais beaucoup physique, sur les conséquences du confinement. Il va falloir mettre ça en place. Ouais, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais je crois que tu as déjà mis en place à partir du 11 mai des week-ends coaching chez toi avec repas de truffes, brouillade aux œufs, plein de trucs, non? C'est pas ça? Alors en fait, la seule chose que j'ai changé, c'est que on chasse le sanglier à pied au couteau avant pour perdre un peu et on le bouffe après. D'accord. D'accord. Oui, c'est une question de priorité, quoi. Ben oui, bien sûr. Ok, ben je pense là ça va faire 1 heure maintenant qu'on est ensemble. Voilà, peut-être quelques autres questions qui défilent, non? Oui, il y en a qui veulent venir. Mais si je vous avais montré les photos de là où on était allé, je pense que vous seriez venus, il n'y a pas de souci. Ok, ben écoutez, moi, Eric, je te remercie.
Merci à toi. Merci à tous. À tous les participants aussi. C'était très, très riche et très intéressant. Et puis, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, avec plaisir. Bye bye tout le monde. Merci. Ciao.